Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo 2 en 1. Ce sera mon bilan de février au niveau des achats et de mes lectures. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mixer ces deux vidéos? Et bien en fait parce que je n'ai pas énormément lu pendant le mois de février. J'ai lu 4 livres, pour certains ça peut paraître beaucoup et encore une fois c'est pas une compétition. Mais par rapport à mon rythme de lecture que je peux avoir, c'est relativement peu, d'autant que dans ces 4 il y a un graphique. Du coup pour faire une vidéo avec un contenu un peu plus étoffé on va dire, j'ai choisi de mixer donc mes avis lecture de ce mois de février et les achats que j'ai pu faire parce que il n'y en a pas beaucoup et en plus ça se recoupe énormément en fait. Il y a, sur mes 4 lectures, il y en a 3 que j'ai eues au cours du mois de février, donc la palle n'a pas beaucoup baissé. Et on va attaquer tout de suite du coup avec la partie book haul, donc les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque pendant ce mois de février. Tout d'abord, je l'attendais avec impatience. Il s'agit du tome 4 de Seule la mort attend la vilaine de Suol et Won Gyeol. J'y arriverai jamais je pense. Je l'attendais vraiment avec impatience. Je l'ai lu dans la foulée comme je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, donc j'en reparlerai dans la deuxième partie de la vidéo, mais cette saga c'est toujours une pépite hein. Ensuite je me suis procuré et j'ai lu Un cœur si loyal et solitaire, donc c'est le deuxième tome de Un sorcier noir et éternel. Je crois qu'en anglais le nom de la saga c'est The Curse Breakers, donc de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu aussi, donc on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. Ça a une vitesse. Ensuite je me suis procuré, et celui-ci je ne l'ai pas encore lu, le tant attendu Force Wings de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman, donc dans leur collection Romantessi. J'ai acheté la version reliée collector, le Jaspage. Je l'ai juste commencé, donc pour l'instant je peux pas vous en parler plus que ça. J'ai lu qu'un chapitre en réalité. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Donc à l'intérieur c'est comme ça pour la couverture, le dos, la quatrième de couverture. Bon, la tranche n'a pas changé. Et on a hop, une illustration de page de garde au début et à la fin du livre, ce ne sont pas les mêmes. Et il y a des citations du livre du coup j'imagine. Et à l'intérieur, il y a de la carte. On adore les cartes. Et en fait au début de chaque chapitre en en-tête, donc il y a un petit dessin, mais il y a surtout une citation, des extraits je crois du codex du draconnier, d'ouvrages qui ont rapport à des personnages, enfin écrits par des personnages, etc. Donc vraiment l'objet livre est très bien fait. La jaquette à l'intérieur, je la prends à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Hop, pareil, on a une illustration. On va voir. Je sais que ça parle de dragon, je crois que c'est un Enemies to Lovers. Voilà, je n'en sais pas énormément plus. Parce que en fait j'ai découvert hier qu'il y avait le résumé ici, voilà. En fait pour moi c'était juste ça le résumé, et du coup c'était genre juste un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort, codex du dragonnier article 1 c'est section 1. Bref, du coup j'ai pas lu le résumé, je me laisse porter et puis on verra, je vous en reparlerai de toute façon dans mon bilan de mars je pense, parce que j'espère le finir avant la fin du mois. En tout cas voilà, je sais que c'est un livre qui a été très plébiscité. Par contre j'ai vu, et ça me fait un petit peu peur, qu'il y avait des grosses erreurs au niveau de la traduction, donc on va voir. J'ai notamment une amie qui m'a montré un screen d'un passage où en fait la phrase ne veut littéralement rien dire, donc j'avoue que ça me fait un peu peur et je vais voir au fil du livre, mais j'avoue que s'il y a énormément d'erreurs de traduction pour le prix qu'on l'a payé, ça va me... On verra, on en reparlera du coup à la fin du mois. Ensuite, je me suis procuré le dernier Joël Dicker, c'est dans un tout autre registre. Ah d'ailleurs il y a ça là, attendez. Vous savez que ça, ce qu'on en fait. Voilà. Donc le dernier Joël Dicker, Un animal sauvage, publié aux éditions Rosy Wolf. Ça change de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur la chaîne, mais je suis super fan des romans de Joël Dicker. C'est du thriller, mais pas du thriller qui fait trop peur non plus, parce que vous savez que je suis une flippette. Mais j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses plot twists, ça me retourne la tête à chaque fois. Après vous savez, moi c'est assez facile de me surprendre, mais je trouve que lui c'est quand même... il est très très fort et j'adore ses romans, et dès qu'il a un nouveau roman qui sort, je l'achète. C'est un de mes auteurs préférés je pense. En plus c'est un livre écrit donc par un auteur francophone, donc pas d'erreur de traduction, donc on adore. Je vais vous lire le résumé parce que en fait je l'ai acheté et je n'ai même pas lu le résumé, j'ai juste vu Joël Dicker, nouveau roman, bref. Donc 2 juillet 2022, deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève, mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Brown s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit. Elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt.
mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements, son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime, et un mystérieux rôdeur lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Ah, il signe un polar doublé d'un thriller psychologique au suspense haletant. Bon, on va voir, j'avais pas lu du tout le résumé, mais j'ai trop hâte. Si vous avez jamais lu de livre de Joël Dicker, je vous conseille au moins de commencer par l'affaire Harry Kébert ou La disparition de Stéphanie Meller qui est très très bien aussi. Ce mois-ci, je me suis également procuré l'intégrale de la saison 1 de Lou. Donc en fait c'est un énorme pavé avec lequel on peut se défendre, c'est une arme de self-défense concrètement, et qui regroupe les albums de Lou. C'est écrit par Julien Niel et c'est publié aux éditions Glénat. Et en fait il faut savoir que j'avais dû lire les 3-4 premières bandes dessinées de Lou, mais je n'ai jamais terminé cette saga. Donc quand je l'ai vue, cette grosse intégrale là, je me suis dit mais pourquoi pas en fait redécouvrir, parce que j'avoue que pour certains je sais que ça a été vraiment leur saga de bande dessinée, moi ça a pas forcément été le cas, enfin j'aimais bien mais voilà, et du coup j'aimerais bien me la lire en entier et pourquoi pas en faire une vidéo vlog, je sais pas si ça vous intéresse, donc une vidéo où je découvre slash redécouvre la saga Lou. Je suis assez contente en réalité de pouvoir lire cette saga, je sais qu'au fur et à mesure elle grandit, donc ça va être chouette je pense. Mon dernier achat du mois de février, ça a été cette jolie box, donc la box Book Club Cube X Big Bang pour Plein Ciel. Je voulais m'acheter le livre de toute façon à la base et en fait j'ai vu un concours de la Cube qui faisait gagner cette box, j'ai pas gagné, mais du coup pour quelques euros de plus on recevait une box avec quelques goodies, du thé, des trucs comme ça. Oh, je me suis dit pourquoi pas. Vous avez le unboxing en short si vous voulez voir toute la box, là je vais juste vous montrer le livre. Il est tellement beau. Donc Plein Ciel par Siècle Velban, je suis désolée, ou Velban, je sais pas comment on dit, pardon. Publié donc aux éditions Big Bang. L'objet livre déjà, 16 pages, magnifique. Et il n'y a pas un, il n'y a pas deux, mais il y a 3 signés dans le livre. Regardez-moi ça, j'adore. Big Bang, non content de nous offrir un signé par édition Reliée, là ils nous en mettent 3. Mais merci, vous êtes formidables, j'adore. Donc voilà, un magnifique objet livre qu'on nous avait teasé au salon de Montreuil et que j'avais très très hâte de découvrir aussi. Je suis trop fan. Je vais vous lire le résumé parce que je ne le connais pas par cœur. Sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra Plein Ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Né au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans, et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de Plein Ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Ça a l'air trop bien aussi, j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, je peux pas vous le montrer en physique parce que je l'ai lu en e-book, j'ai reçu de la part de NetGalley et des éditions Hachette Roman un service presse de Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tavarin, et celui-là je l'ai lu donc je vais pouvoir vous en parler dans la deuxième partie de la vidéo qui arrive tout de suite. Donc maintenant je vais vous parler des livres que j'ai lus au cours de ce mois de février et on va commencer avec Dark Shores de Daniel L. Jensen, publié aux éditions Big Bang. Dans Dark Shores, on va suivre l'histoire de Terriana qui est une marin. Ce sont des marins qui vivent sur des bateaux et qui sont des commerciaux en fait, qui naviguent entre l'Est et l'Ouest. L'Est ne connaît pas l'existence de l'Ouest et vice versa. Parce qu'en fait, s'ils se connaissaient, ça finirait en envie de conquête d'un côté ou de l'autre. C'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. En plus, les coutumes entre l'Est et l'Ouest sont complètement différentes. À l'Est, on a l'empire de Célendor qui est un empire conquérant. C'est-à-dire qu'en fait il a conquis toutes les contrées de l'Est et si jamais cet empire venait à connaître l'existence de l'Ouest, c'est sûr qu'il voudrait partir pour conquérir tout cela. Donc les marins sont les seuls à savoir qu'il y a un continent Est et un continent Ouest et personne d'autre ne le sait. Comment ça se fait que l'Est ne connaît pas l'Ouest et vice versa? On pourrait se dire, attends, ils ont des bateaux et les marins ils ont des bateaux, les autres ils pourraient avoir des bateaux aussi. Oui, mais on traverse pas tout simplement avec un bateau.
on peut pas y passer. Il y a certaines composantes magiques qui entrent en œuvre et les marins sont les seuls à détenir le secret pour passer d'un côté à l'autre. Donc on va suivre Terriana qui connaît donc ce secret, et sauf qu'en fait pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle va lui divulguer ce secret, sauf que ce secret il va finir par se répandre et il va falloir faire face aux conséquences que cela implique, puisqu'elle en fait elle a juste brisé, Terriana, la loi sacrée des marins. Au calme. D'un autre côté on a Marcus, on adore Marcus, qui est le commandant d'une célèbre légion qui a permis donc à l'empire de Selendor, donc à l'est, de s'étendre en fait. Il est le commandant de la plus terrible des légions, c'est une légion qui ne perd jamais, qui ne part jamais en retraite. Ça laisse quelques cicatrices et quelques séquelles au niveau de ses légionnaires et de Marcus lui-même. Les légionnaires de Marcus, en fait c'est sa famille, ce sont ses frères, sauf que il ne se doute pas une seule seconde que Marcus, il dissimule un terrible secret depuis son enfance et que peut-être il n'est pas tout à fait, en tout cas, celui qu'il prétend être. Et donc en fait, le secret donc des marins, l'Est et l'Ouest, tout ça, ça va revenir aux oreilles d'un des puissants sénateurs de l'Empire et il va capturer alors Terriana et il va vouloir forcer Marcus et elle à partir ensemble à la conquête de l'Ouest. Ils vont devoir du coup s'unir, malgré eux parce que ils s'entendent pas du tout. On est sur un petit enemies to lovers / first proximity, mais voilà, ils vont devoir unir leurs forces pour pouvoir protéger chacun leur peuple et voir en fait jusqu'où ils sont capables d'aller par conviction et voilà, pour protéger les leurs tout simplement. J'étais trop contente de retrouver la plume de Danielle L. Jensen qui, pour rappel, si vous avez pas tilté tout de suite, est l'autrice du Pont des Tempêtes que j'ai vraiment adoré. Donc j'étais trop contente de retrouver sa plume dans cette saga qui est un petit peu plus young adulte que le Pont des Tempêtes, qui est clairement adulte. Et voilà, enfin c'est toujours aussi addictif, vraiment ça se lit très très vite, c'est très page turner, on n'a pas envie de poser le livre jusqu'à avoir le fin mot de l'histoire. On est avec des personnages, donc Terriana et Marcus, qui ont deux visions du monde qui sont complètement différentes, des croyances qui sont complètement différentes, puisque Terriana croit en des dieux qui en plus a priori sont tangibles quand on lit le livre. Il y a tout un système de magie autour de ces dieux. Et d'un autre côté, on a Marcus qui vit dans l'Empire, et dans l'Empire, en fait, n'importe quelle croyance est bannie. Tu n'as pas le droit de croire en un dieu, sinon tu es pendu haut et court. Voilà, c'est pas... On est un petit peu sur deux salles, deux ambiances, quoi. Du coup, chacun a reçu une éducation très différente, une vision du monde très différente avec laquelle ils ont été élevés, sauf qu'ils vont devoir collaborer. Forcément, vous vous doutez bien que ça fait des étincelles, qu'ils sont d'accord sur pas grand-chose, que en plus, Terriana se sent la captive de... sans mauvais jeu de mots, on n'est pas sur captive, attention. Mais elle se sent, ouais, la captive de Marcus, forcément, hein, c'est l'Empire qui l'a capturée, on la force à faire des choses contre sa volonté. Elle aime pas trop ça, donc elle lui en veut beaucoup. Voilà, c'est très compliqué pour les deux de travailler ensemble, mais pourtant ils vont devoir s'y résoudre, mettre de côté certains de leurs a priori, s'ouvrir à l'autre aussi, et c'est assez intéressant de voir les changements qui s'opèrent en chacun d'entre eux par rapport à leurs croyances et par rapport à ce qu'on leur a inculqué depuis qu'ils sont tout petits. Ce qui est chouette dans le livre aussi, c'est qu'on alterne entre le point de vue de Terriana et le point de vue de Marcus. Moi j'aime bien comme ça quand on alterne de point de vue entre les protagonistes, on en a déjà parlé, vous le savez. Pareil, ça se clash à longueur de temps, on adore, ça s'aime pas, jusqu'au jour où, forcément vous vous doutez bien de comment ça va se terminer cette affaire. Mais cette affaire elle se termine pas tout à fait, puisqu'en fait on va avoir un tome 2 qui va arriver, je sais plus trop quand, mais j'avoue que j'ai très hâte, parce qu'en fait il y a des choses qui sont pas résolues à la fin du livre. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et du coup le tome 2 on l'attend avec impatience. Si vous avez compris, je vous conseille vivement cette lecture. C'est différent du Pont des Tempêtes quand même, il faut se le dire, mais voilà, on reste quand même sur un livre où on a de la magie, un enemies to lovers, des conflits politiques, de la navigation, si vous aimez bien les livres qui se passent un peu sur la mer, tout ça, c'est assez chouette aussi. Mais voilà, j'ai très hâte d'avoir la suite, c'était trop bien comme lecture. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai lu Un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kéméraire, publié aux éditions Rajo, donc le tome 2 de Un sort si noir et éternel qu'on avait lu en lecture commune express avec le Discord de Emma de la chaîne La Bouquinade. Celui-ci on devait le faire aussi en lecture commune express, mais moi par rapport à ce que j'avais prévu sur ce week-end là, ça ne collait pas pour le faire de cette façon là, donc c'est pas grave, j'ai pris un peu plus de temps pour le lire. Dans le tome 1 en fait on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, et donc on suit Harper et Ren, donc Ren qui est la bête, mais Ren en fait c'est pas une bête comme dans La Belle et la Bête, c'est pas un animal, mais
En gros, il revit le même automne, enfin pas forcément le même, mais il revit l'automne indéfiniment. Et à la fin de l'automne, il se transforme en bête pour le coup. Et il va aller bouffer tout ce qu'il trouve. Donc forcément, ça décime son royaume, ça décime sa famille. C'est un peu embêtant quoi. Et Harper, c'est en fait la dernière occasion de briser la malédiction dans le tome 1. Donc voilà, là on a la suite. Comment faire pour pas vous spoiler le tome 1? On va pas parler de ce que ça contient, hein. À part que j'avais émis une hypothèse à la fin du tome 1 en stream sur Twitch, parce que je l'avais fini sur le live, et que je suis assez contente puisque j'avais quand même à peu près raison. On rentre, ça va pas vous spoiler ça, on rentre dans un cycle où on se retrouve un peu avec un esprit légende arthurienne. Donc un peu Lancelot et Arthur, moi j'aime bien. J'ai été assez contente de me replonger dans cet univers, même si j'ai quand même été un peu moins addict que le 1, on va dire sur le premier tiers. Le premier tiers est peut-être un peu long, par contre après ça redevient très page turner et on avance très très vite. C'est une pavasse. Il a 100 pages de moins que le 1 quand même, mais en fait c'est écrit gros et vraiment l'histoire est très entraînante, donc ça se lit quand même très vite. On a introduit un nouveau personnage qui est le personnage de Liamara, et en fait si dans le tome 1 on était sur une alternance de point de vue entre Harper et Ren, dans ce tome là on est sur une alternance de point de vue entre Grey, donc le général qu'on a rencontré dans le tome 1, et donc ce nouveau personnage, donc Liamara, qui est la fille de la reine de la passe de Cils, qui est le royaume ennemi juré du royaume d'Umberfall, donc du royaume de Rennes. Et voilà, on alterne entre ces deux personnages. Moi j'ai bien aimé Liamara, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, il y a des moments où on a envie un peu de la secouer, mais comme souvent dans les personnages de romans. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, même si je l'ai un peu moins aimé quand même que le premier. Mais j'ai quand même hâte de savoir la suite. Je pense que le troisième tome risque d'être assez incroyable et qu'on va probablement rassembler tous les personnages dont on a eu les points de vue, je ne sais pas. Mais j'ai très hâte de savoir la suite et qu'on finisse cette trilogie, mais je sais pas quand est-ce qu'on va la finir. On passe ensuite à une autre suite de saga avec le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine de Swol et Won Yeowol, publié aux éditions Cotoon. Je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je pense que à force vous connaissez mon amour pour cette saga graphique. Je suis pas hyper graphique, j'en parlais justement avec une de mes cousines hier. Tout ce qui est graphique, c'est pas toujours facile pour moi d'en trouver parce que je suis assez difficile, pas exigeante mais difficile en termes de dessin. Je peux avoir du mal à accrocher à certains dessins, il n'y en a pas énormément finalement avec lesquels j'accroche, c'est un peu relou. Mais là j'adore les couleurs, j'adore les dessins. Regardez-moi ça quoi, tellement joli. Je suis archi fan. Et puis l'histoire racontée dans cette saga est vraiment incroyable. Il y a des rebondissements à chaque tome, c'est vraiment imprévisible je trouve ce qui va se passer. Donc au début de chaque tome, on s'attend à quelque chose et en fait on n'est pas du tout mangé à la sauce qu'on attendait, donc trop bien. Pour rappel, parce que je vais faire très vite fait parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, on suit une jeune femme qui est à l'université et qui joue au dernier jeu mobile à la mode. Elle se retrouve en fait aspirée dans le jeu dans lequel elle va venir jouer le personnage antagoniste, donc Pénélope, la vilaine, et c'est un jeu en fait de dating en quelque part. En gros il y a 5 hommes qu'il est possible de séduire qui ont un petit cœur au-dessus de la tête avec un pourcentage. Le but c'est de remplir un des cœurs à 100% avec un des personnages masculins. Le truc c'est qu'il faut aussi éviter de se faire dégommer, puisque si les cœurs tombent trop bas, eh bien elle peut se faire tuer. Pour l'instant elle arrive à évoluer correctement, on arrive au tome 4 hein. Donc voilà, mais en fait à chaque fois moi je me dis ah bah c'est avec lui que ça va machiner, sauf qu'en fait bah, ça part sur un autre, hein. Bon, que de rebondissements. C'est assez léger, ça se lit très vite, forcément c'est un graphique. Et le tome 5 arrive je crois au mois de juin avec une édition collector. J'ai trop hâte de lire la suite parce que encore une fois bah, on reste sur un cliffhanger et on veut savoir ce qui va se passer ensuite. J'adore cette saga, si vous aimez les webtoons, foncez. Et donc en dernier j'ai lu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin, publié aux éditions Hachette, donc que j'ai reçu en service de presse grâce à la plateforme NetGalley. C'est une lecture que j'ai bien appréciée aussi. On est sur une fantaisie qui a un système de magie qui est basé sur les plantes et plus particulièrement sur le thé. Forcément, moi ça me disait, j'adore le thé, j'adore les fantaisies, forcément ça allait bien ensemble. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'Andarina et d'Isabelle qui sont deux anciennes meilleures amies et qu'un événement de la vie a séparé. Maintenant, elles se détestent.
détestent. Et leur famille, donc les Domora et les Rodriguez, se livrent une guerre sans merci. Chaque famille a son commerce de thé, son salon de thé, et la guerre c'est quel sera le meilleur salon de thé. L'histoire commence au moment où la reine va être assassinée au cours d'un thé qu'elle prenait avec ses amis, et en fait ce qui est mis en cause justement c'est le thé qu'elle a bu qui a été empoisonné. Forcément les deux familles qui tiennent les deux salons de thé sont rapidement mises en cause. Le thé provient d'une des familles, donc la famille Rodriguez, la famille d'Andarina. Sauf que l'autre famille est aussi un petit peu mise sur la sellette parce que comme on sait qu'ils se livrent une guerre sans merci, est-ce qu'ils auraient pas empoisonné le thé de leurs concurrents? Donc on part de là et en fait Isabelle et Andarina vont être convoquées par la garde et elles vont devoir mettre leurs forces ensemble pour résoudre cette enquête. Est-ce qu'elles vont y arriver parce que, comment dire, elles ne se supportent pas? Qui est à l'origine en réalité du meurtre de la reine? On va découvrir ça au fil du roman. Donc voilà, en fait moi dans ce livre je retrouve beaucoup d'éléments que j'aime dans les livres. Donc il y a une enquête, il y a un enemies to lovers, il y a en fond de conflit politique un système de magie et on est sur une époque qui rappelle Versailles et sa cour, donc on imagine bien les belles robes et tout, moi j'adore. Et en fait on a sorti tout ça donc d'une originalité qui est le fait que on est dans le milieu du commerce du thé et le système de magie est assez original. Ce que j'ai un peu regretté, c'est que le système de magie ne soit pas un peu plus développé. Elle en veut toujours plus, la dame. On est sur la plume d'une autrice qui est très agréable, très fluide, très douce. On a des personnages qui sont très diversifiés. On a donc la communauté LGBTQIA+, qui est représentée. On a un personnage qui est gender fluid, c'est-à-dire que ce personnage, qui est un des personnages principaux, dont on ne parle pas dans le résumé, c'est assez étonnant, mais en fait on a son point de vue tout au long du livre aussi. C'est-à-dire que donc ce personnage se sent parfois femme, se sent parfois homme et l'indique avec une boucle d'oreille le matin en fait quand cette personne se réveille. Et en fait cette diversité de personnages ça apporte quand même quelque chose par rapport à d'autres qui se déroulent sur des époques de type 18e siècle, c'est quand même assez différent et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On a une alternance donc entre trois points de vue, on a le point de vue d'Andarina, le point de vue d'Isabelle et le point de vue du coup de ce troisième personnage dont on ne nous parle pas dans le résumé qui est le personnage de Fang et qui en fait a un énorme rôle à jouer dans le livre mais on ne le mentionne pas du tout alors que ce personnage en plus apparaît dès le 4e chapitre. C'est bizarre, je sais pas trop pourquoi on n'en parle pas dans le résumé. On a des descriptions qui sont plutôt bien faites, qui sont pas non plus à rallonge mais qui nous plongent vraiment dans l'atmosphère du livre et surtout les descriptions des arômes des thé proposé par Andarina et Isabelle, mais ça me donnait envie de me faire une tasse de thé toutes les 30 secondes quoi. Et j'avais envie de tous les goûter, ça avait l'air trop bon. Sauf un je crois où il y avait du pamplemousse, ça c'est non. J'ai bien apprécié du coup l'alternance des points de vue entre les trois personnages. En somme c'est une lecture que j'ai plutôt bien appréciée et pareil je vous la recommande. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, je vous avais dit je n'ai pas énormément lu par rapport à d'habitude et par rapport à mon rythme à moi. Donc on verra au mois de mars si je fais plus de lecture ou pas et si j'achète moins de livres ou pas parce qu'il faudrait que j'achète moins de livres. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.